Bonjour à tous. Donc, je vous propose de commencer. Au pire, les gens prendront le train en route. C'est fort, très fort. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Donc, l'objectif de cette présentation assez rapide, c'est notamment de voir comment Sens a répondu à une exigence en particulier de Secnum Cloud et qui correspond au contrôle mis en œuvre sur l'ensemble de la chaîne logicielle et les correctifs sur une infrastructure en exploitation. Donc l'agenda est très simple, hein, on va faire un petit rappel du contexte, avec un focus particulier sur deux infras, un focus sur ce qu'on appelle l'enclave d'administration, et on poursuivra ensuite par la partie infrastructure cloud, une petite session de questions. Alors, du coup, je n'y vois plus rien. Voilà, désolé, c'est un peu petit. Vous m'en excuserez. Alors, avant de commencer, on a quelques petits messages à faire passer. Donc, le premier, c'est que effectivement, Google Cloud en particulier, est le fournisseur de la solution de Sens. À ce titre, il est, comme tous les autres, mais nécessaire de le contrôler et obligatoire de le contrôler. Ceci étant dit, donc c'est un postulat et c'est non négociable, je tiens quand même à préciser certains éléments, c'est qu'aujourd'hui, Google est et reste le seul fournisseur, en tout cas, à autoriser le reverse engineering, donc la rétro-ingénierie de l'ensemble de ces correctifs, de nous autoriser également à faire des audits matériels des composants qu'il nous fournit, de même que nous fournir la totalité des codes sources des applications qui sont déployées dans le cloud de confiance, Sens. Et bien évidemment, un très haut niveau de transparence, notamment par rapport aux demandes des auditeurs, mais aussi de l'ANSSI. Donc voilà, ça c'est important, je pense, de le signaler. Néanmoins, dans cette présentation, il y a des choses qu'on ne pourra pas vous partager, pour la bonne et simple raison qu'elles sont sous propriété intellectuelle. Néanmoins, on abordera l'ensemble des concepts qui sont inclus dans ces mécanismes de vérification, mais aussi parce que ces éléments peuvent ou font partie du secret, et notamment des mécanismes qu'on a mis de contrôle. Sachez néanmoins que l'ensemble de ces détails, en tout cas, qu'on partagera pour ces bonnes raisons-là, sont connus de l'ANSSI, notamment en termes de roadmap, l'ensemble des éléments qui sont appliqués sur les contrôles. Allez, j'enchaîne. Donc, je vous parlais en introduction d'une exigence en particulier du référentiel Secnum Cloud, et c'est l'exigence, en fait, c'est le chapitre 12.10. Donc, je vais rapidement le lire, notamment pour qu'on soit tous en phase sur ce que ça implique et ce que ça nécessite. Donc, ça nécessite de déployer une capacité d'inspection et de suppression des entrants, donc à la fois le contrôle de l'authenticité, mais aussi de l'innocuité des mises à jour. Alors, cette capacité d'inspection et de suppression, du coup, doit générer des jalons d'activité, évidemment. Et les entrants doivent être traités sur des dispositifs spécifiques, opérés et maintenus par le prestataire. Sens. Voilà, le Secnum Cloud, quand on parle du prestataire, ça sera Sens. Donc, je vous l'ai dit, on va faire un focus sur deux infrastructures décorrélées, enfin, en tout cas, on va dire isolées, à savoir le SI d'administration, ce que j'ai appelé l'enclave d'administration, et l'infrastructure cloud. Si vous avez des questions, il y a une session à la fin. Voilà, notez-les, mais voilà, sachez qu'il y a une session à la fin. Alors, concernant l'état des lieux, notamment sur les mécanismes qui sont aujourd'hui appliqués sur les entrants et les mises à jour. Donc, on a un constat, enfin, le constat, je pense, est partagé par tout le monde, notamment qu'on est sur des mécanismes qui ne s'attachent à vérifier que l'intégrité. À savoir le mécanisme de hash, donc on est sûr que ça n'a pas été altéré entre le moment où on l'a récupéré et le moment où le fournisseur nous l'a donné, mais aussi avec une signature numérique pour s'assurer que c'est bien l'éditeur qui nous l'a fourni. Ceci étant, au regard des exigences qui sont portées par le chapitre que je vous ai présenté précédemment, on voit bien que ça n'assure pas l'innocuité des mises à jour. Ces mécanismes-là ne permettent pas de vérifier l'innocuité des mises à jour. Ne permet pas non plus de lutter contre la compromission de la supply chain, donc de la chaîne logicielle. L'actualité regorge de ce genre de cas d'usage.
Et enfin, ne permet pas de tracer les évolutions et des changements apportés. Donc l'idée, c'est voilà, de pouvoir retracer sur une période de temps l'ensemble des évolutions qui ont été apportées par ces changes. Donc clairement, en tout cas, Secnum Cloud impose définitivement de mettre en place des mécanismes qui couvrent ces exigences-là. Et vous le verrez par une approche qu'on a considérée comme étant multiniveau. Alors, rapide présentation de ce qu'est l'enclave d'administration. Donc, c'est une zone sous contrôle absolu de sens qui permet, alors j'ai mis notamment, hein, l'idée c'est pas de faire une liste à la Prévert, mais en tout cas de présenter les principales fonctions. Donc, cette fonction, cette zone est chargée du contrôle et de la gestion des accès, la supervision de sécurité, le contrôle d'accès, l'accès aux interfaces d'administration du service, donc du service cloud, mais également la production et le contrôle des entrants et des sortants. Concernant la stratégie qu'a adoptée Sens pour cette zone-là, donc c'est essentiellement basé sur de l'open source et des développements internes. Donc on le verra aussi notamment sur la partie de Simon. Donc une fois de plus, la détection et la lutte contre la compromission de la supply chain nécessitent là aussi des mesures bien spécifiques. Ceci étant pour l'intro. Donc je vais rapidement passer, parce que l'objectif c'est plutôt de vous présenter les mécanismes qui sont appliqués sur le cloud de confiance. Néanmoins, aujourd'hui, voilà ce qu'on est en capacité et voilà ce qu'on a déployé sur notre SI d'administration. Donc désolé, c'est un peu petit, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à implémenter. Mais pour ne citer en tout cas que les plus gros, on est parti un peu sur le, enfin c'est même pas un peu, c'est notamment sur le système de SLSA, avec les mesures de sécurité sur les différentes briques, en tout cas chaînes de CI/CD, à savoir le source, à savoir le build et à savoir le delivery. Donc on a notamment, bien évidemment, la revue des codes d'accès, des codes sources sur les briques, donc réalisé par l'équipe Reverse, on en verra un peu plus tout à l'heure. La vérification automatique des vulnérabilités sur le code, la double validation, les commits signés, le MPA, donc là c'est pareil, on ne modifie rien en production, c'est uniquement sur l'environnement de staging qui ensuite est doublement approuvé et qui passe sur la production. On ne fait pas de modification directement en production. Et l'usage aussi, alors il n'y a pas que ça, hein, mais voilà, il y a aussi l'usage du scorecard, et qui notamment permet d'avoir un certain nombre d'éléments qui sont relatifs aux dépendances qu'on importe. Donc voilà, c'est toute une sorte d'indicateur et qui nous permet notamment de savoir si des vulnérabilités sont présentes, si le repo est de mauvaise réputation, entre guillemets, notamment s'il n'est pas maintenu, s'il n'y a pas de protection de branche, etc. Ce que j'ai mis aussi, oui, effectivement, il y a la vérification de l'intégrité de la chaîne de build, et ça, c'est notamment par le choix technologique qu'on a fait, qui nous permet d'assurer que la totalité de la chaîne est traçable et intègre. Voilà, c'est, je pense, ce qui peut se faire, en tout cas, ce qu'on essaye de déployer sur notre chaîne CI/CD dans notre environnement d'administration. Voilà. Allez. Alors, on va maintenant parler de l'infrastructure cloud elle-même. Qu'est-ce qu'on faut voir sur ce schéma? C'est un schéma qui va nous suivre pendant tout le début de la présentation. Au milieu, dans le rectangle noir, c'est ce qui est dans le périmètre Sens. C'est-à-dire qu'il n'y a que des employés de Sens qui ont un accès direct là-dessus. À droite, on a représenté les accès qui viennent d'Internet. Et à gauche, tout ce qui est du côté de Google. Bon, j'espère que ça va pour l'instant. Donc, si on regarde dans ce rectangle Sens, on voit qu'il y a deux régions. Donc, la région orange, c'est celle que vous connaissez probablement, c'est Prémiance, c'est le cloud de confiance qui est utilisé par les clients. Mais on a également une zone verte qui s'appelle la zone de quarantaine, qui en fait est une reproduction à petite échelle de la zone de production et qui est utilisée pour qualifier tous les changements. Donc évidemment, dans la zone de quarantaine, il n'y a aucune donnée client, c'est que des données artificielles. Peut-être pour finir sur ce schéma, on voit au milieu le petit truc rouge, aspectabilité, c'est ce dont je vais vous parler en détail à l'instant.
En bleu, on a le SOC. Donc le SOC est alimenté par les journaux qui viennent non seulement de la classe d'administration, mais également des infrastructures cloud fournies par Google. Non, mais c'est ça, je rajoute juste qu'effectivement, la région de quarantaine en l'état, elle a été designée par défaut comme étant la zone qui allait accueillir les mises à jour pour faire les analyses. C'est-à-dire que cette zone n'est bien évidemment pas accessible aux clients, elle ne le sera jamais. Mais dès le début, en tout cas, on a travaillé, Sens et Google ont travaillé notamment pour mettre à disposition à échelle réduite l'ensemble des composants, que ce soit entièrement représentatif, et de manière à faire l'analyse, et donc on le verra un peu plus tard, l'analyse des entrants, notamment pour l'innocuité. Et quand on dit l'ensemble des composants, ça ne veut pas dire qu'on a fait des VM qui reproduisent en gros les services. C'est le même matériel, mais il y en a moins, qui fait tourner exactement les mêmes logiciels, mais il y en a moins. Et donc, si vous avez regardé le schéma, vous voyez qu'il y a des gros rectangles pas hachurés qui s'appellent Boundary Proxy. Et comme leur nom l'indique peut-être, ce sont des serveurs mandataires qui sont les seuls points avec lesquels on discute avec Google. Et donc, ça veut dire que tous les ordres de configuration, toutes les mises à jour qu'envoie Google vont passer par ces points-là. Donc leur rôle, c'est d'interpréter, filtrer, enregistrer et surtout valider tout le trafic qui provient de Google ou qui revient vers Google. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Google décide d'envoyer une mise à jour? Eh bien, elle passe d'abord dans le Boundary Proxy de quarantaine. Donc, le Boundary Proxy, lui, va journaliser tous les messages qu'envoie Google. L'effet du message, on va dire, va s'appliquer en quarantaine. Et que vérifie le Boundary Proxy de quarantaine? Il vérifie, en fait, un petit peu ce dont parlait Romain tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on va voir en général, c'est les tests d'intégrité. On vérifie que ça provient bien de Google, que ça a bien le format attendu, qu'il n'y a rien de bizarre, mais ça ne vérifie pas que le changement, ça ne vérifie pas l'innocuité du changement à ce moment-là. Voilà, c'est un changement qui vient de Google. On sait que ça vient de Google de manière certaine, mais on ne regarde pas encore ce qu'il y a dedans. Et à partir du moment où ce message arrive dans le Boundary Proxy de quarantaine, on a un temps qui est négocié avec Google pour le valider. Pendant toute cette opération, il y a un truc qui s'appelle, la petite boîte qui s'appelle Fake Customers. En fait, ce sont des scripts qui représentent, qui simulent des vrais clients Sens. Donc là, j'ai mis seulement la flèche vers la région de quarantaine, mais ça le fait aussi en région de production, mais bon, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que ça active le maximum de services réseau, de sorte à fournir des traces de ce qui se passe dans la région cloud en opération normale. En particulier, ça va servir à repérer des nouvelles connexions réseau, des nouveaux services, d'autres types de comportements qu'on n'attendait pas. Et donc, qu'est-ce que c'est d'inspecter ces fameux changements? C'est la brique d'inspectabilité qui va faire ça. Donc l'objectif de cette brique, je vais en parler plus en détail après, mais elle assure l'innocuité des changements. Donc il y a une phase d'analyse automatique qui analyse l'intégralité des mises à jour et qui conserve l'intégralité des mises à jour pendant un temps, je ne sais pas, en fait pour le moment on ne m'a pas dit de les effacer, donc ça fait très longtemps. Il y a également une analyse manuelle par échantillonnage, c'est-à-dire des humains qui vont analyser une partie des changements. La brique d'inspectabilité s'occupe aussi de faire les audits de code des implémentations de référence fournies par Google. Alors ça veut dire quoi ça? Typiquement, les Boundary Proxy, ce sont des éléments logiciels qui ont été développés par Google. Mais comme ils ont un rôle central dans le fait de s'assurer de l'innocuité des changements envoyés par Google, évidemment, on ne peut pas les utiliser tels quels. Donc, ils ont bien sûr été audités en détail, donc par nos équipes, mais également par des prestataires extérieurs. Il y a également la validation et confirmation de code source en Green Room. Donc, le petit losange qui est en bas, qui s'appelle Green Room, en fait, c'est littéralement une pièce que nous fournit Google dans ses locaux à Paris, à partir de laquelle on peut consulter l'intégralité du code source de tous les composants Google qui font fonctionner le cloud de confiance. Ce qui est c'est complètement unique de pouvoir faire ça. Et après validation, en fait, cette brique inspectabilité, elle a comme rôle de dire au Boundary Proxy de production de maintenant laisser passer ce changement en production. Et peut-être, pour être bien clair, donc quand Google envoie une mise à jour dans le Boundary Proxy de quarantaine, ça traverse tant que c'est un message qui vient de Google, qui est signé par Google, qui a le bon format. À
Par contre, en production, ça ne va traverser que s'il est explicitement validé par la brique d'inspectabilité. Donc c'est vraiment un système de liste blanche. Là, il n'y a pas de on fait confiance parce que c'est signé par Google. C'est quelque chose qui a été validé. Donc ça veut dire que ça peut aussi ne pas être validé, du coup. Alors l'inspectabilité, qu'est-ce qu'elle fait? Donc la partie automatique a pour but d'analyser absolument tous les composants entrants. Donc à quoi on pense quand on pense à des mises à jour? On passe par des mises à jour de programmes exécutables, évidemment. On pense également à des configurations, mais en fait, il y a plein de choses. Il y a les images, en fait, tout ce que vous pouvez, tout ce qui est dans le cloud de confiance, ça arrive comme ça, incluant par exemple des repos des miroirs de repos de distribution Linux, etc. Donc l'objectif, c'est de détecter automatiquement un large spectre de menaces. L'objectif à terme, c'est de détecter absolument tout ce qui est détectable automatiquement. Alors c'est une phrase un petit peu bête, mais bon, j'ai pas beaucoup mieux. De façon continue, en fait, alors peut-être si c'était pas clair, c'est une équipe de reverse engineering. Donc en fait, c'est des gens qui vont regarder les mises à jour binaires, essayer de comprendre ce qui se passe dedans, vont regarder les fichiers de configuration binaire, regarder ce qui se passe dedans. Et l'un des rôles, c'est de comprendre de plus en plus, avec de plus en plus de détails, comment fonctionne réellement, à bas niveau, la solution logicielle de Google et la solution matérielle aussi. Un autre objectif, c'est faciliter le travail des analystes. Donc cette partie d'analyse automatique, elle va repérer des choses et les présenter de sorte à ce que les analystes sachent vers quoi orienter leur recherche. Et ouais, voilà. Et tout ça, c'est fait bien sûr en partenariat avec Google. Parce que Google, je vais en parler un petit peu après, mais nous aide énormément pour faire cette chose. Par exemple, l'accès au code source, c'est le genre d'aide qu'ils nous fournissent, qui n'existe pas ailleurs. Mais ça doit être fait en surveillant Google. Donc, ils nous aident, mais nous, on doit bien s'assurer que quand ils nous proposent de l'aide, ça ne puisse pas être utilisé contre nous, c'est-à-dire qu'on contrôle en fait complètement ce qui se passe. Yes. Je veux juste revenir rapidement sur celui-là. Ouais, ou celui-là. En fait, il y a un des messages qui est important aussi, c'est qu'on voit qu'effectivement l'inspectabilité est une phase essentielle de la réponse qu'on essaye d'apporter par rapport à l'exigence, le chapitre 12.10. Mais vous pouvez voir notamment sur ce schéma-là que ce n'est bien évidemment pas le seul, et je parlais du multicouche. Vous vous souvenez au début? Et notamment, on voit bien en fait les couches ou les filets, on va les appeler un peu comme on veut, et notamment les différentes strates de sécurité, à quel niveau elles s'appliquent. Donc on commence petit à petit à voir qu'il y a du filtrage à l'entrée, il y a de l'analyse comportementale avec les fake customers notamment pour voir ce qui rentre, ce qui sort, il y a du reverse engineering automatique, etc. Donc on commence à voir notamment le panel se dessiner de l'ensemble de ces solutions-là. Donc voilà, c'était simplement ce rappel-là que je voulais vous apporter. Ouais, c'est ça. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on a décidé de faire pour cette stratégie d'analyse? Alors le premier point, moi qui m'a beaucoup surpris quand je suis arrivé en poste, c'est le volume. Donc c'est confidentiel le volume, mais on va dire en gros c'est l'ordre entre 1 et 10 Tera par jour de mise à jour. Donc vous pouvez imaginer que, nulle part ailleurs, personne n'a ce problème-là, à part nous. Donc évidemment, avec un tel volume de données, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un analyste qui va regarder 100% des choses et tout valider. Donc l'approche automatique, en fait, elle repose beaucoup sur le diffing. Alors désolé, c'est un terme anglais. L'idée, c'est que c'est une mise à jour. Donc on avait une version précédente, on a une nouvelle version, et on va se focaliser sur les changements entre les deux versions. Donc ça, c'est énormément d'outillage à développer pour être capable de faire émerger ces différences. Si vous avez déjà fait un peu de reverse engineering, vous avez peut-être utilisé le logiciel IDA, qui est vraiment le logiciel que tout le monde utilise pour faire du reverse engineering. Un binaire, alors les binaires sont pareils, vous imaginez si le volume est aussi gros que les binaires sont énormes, donc on va dire que c'est de l'ordre de 100 mégaoctets, même peut-être de l'ordre du giga même. Donc IDA, rien que l'analyse automatique, avant même pour un humain de commencer à bosser dessus, il y en a pour plus d'1 heure d'analyse, de pré-analyse. Et donc on comprend qu'on ne peut pas fabriquer un outillage qui va supporter ce volume avec des outils du commerce qui ne sont pas du tout faits pour des choses à ces échelles. Il y a également l'approche, elle est en profondeur avec plusieurs couches. Donc on a cette détection automatisée, on a l'analyse humaine et on a également l'archivage des mises à jour. Alors à quoi ça sert l'archivage des mises à jour? C'est que
c'est pour éviter en fait un scénario où on va avoir une petite mise à jour qui fait un petit changement mauvais, un changement malveillant. L'attaquant va faire sa petite affaire et va renvoyer une mise à jour qui enlève le changement malveillant, qui fait qu'après nous on ne saura jamais ce qui s'est passé. Et donc vous avez bien compris qu'avec cette approche à plusieurs niveaux, si on détecte quelque chose par n'importe lequel des autres entrants, comme par exemple le SOC, eh bien, on va être capable de revenir en arrière, de regarder exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, il n'y aura pas de plausible deniability, je ne sais pas le dire en français. Il n'y aura pas d'excuse pour dire non, c'est pas nous. En fait, on saura exactement ce qui s'est passé. Voilà. Alors, dans les choses qu'on analyse, il y a bien sûr les exécutables binaires. Donc Google nous facilite l'analyse. Donc si vous avez compris que les exécutables sont énormes, la raison pour laquelle on est capable de les analyser dans un temps raisonnable et donc d'analyser le 100% du flux de mise à jour, c'est parce que Google nous complique pas la tâche. Alors un exemple, c'est que par exemple les exécutables ne sont pas strippés, ce qui pour le diffing en fait rend le problème beaucoup plus simple si vous êtes un petit peu dans ce domaine. Mais évidemment, comme toutes les autres aides que nous apporte Google, on doit s'assurer que ça ne va pas leur permettre de cacher quelque chose. Donc, par exemple, on va s'assurer que, certes, ils mettent à disposition ces symboles qui sont bien pratiques, mais on s'assure qu'il n'y ait aucune partie de l'exécutable qui ne soit pas couverte justement par ces symboles, et donc qu'on va bien couvrir l'intégralité de l'exécutable. Donc, il y a des analyses, il y en a deux types. Il y a des analyses génériques, telles que vous pouvez rencontrer peut-être à d'autres endroits. Donc rechercher de code offusqué, de code paquet, de fonctions crypto qui ne devraient pas être là, voilà, des calculs d'entropie pour voir s'il n'y a pas des choses cachées au milieu des données. Et l'objectif là, c'est d'éviter qu'il y ait du code qui soit difficile à analyser, qui arrive en contact des données clients. Et pour être très clair, en fait, ça ne doit jamais arriver. Il n'y a aucune raison pour laquelle il y aurait du code offusqué. Enfin, il y a des raisons peut-être, mais il n'y en a pas beaucoup. Et en tout cas, en fait, s'il y a des raisons, ça c'est pareil, c'est un dialogue avec Google, et en fait, c'est quelque chose, moi, je ne peux pas en parler non plus, mais en fait, il y a des cas, mais dans ce cas-là, ils nous fournissent des clés qui nous permettent à nous d'observer les choses, d'observer les choses clairement, même si normalement, ce n'est pas possible. Ouais, je précise qu'effectivement, cette phase est bien évidemment nécessaire, même si c'est des choses dont vous avez déjà entendu parler, c'est des choses qu'on retrouve effectivement, voilà, tu l'as dit, un calcul d'entropie, packing, etc. C'est effectivement absolument nécessaire comme première étape, c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire justement pour pouvoir commencer à identifier des écarts qui ne devraient pas avoir lieu. Voilà, c'est une des raisons aussi pour lesquelles cette étape-là existe. Et également, donc s'il y a des analyses génériques, c'est qu'il y a des analyses spécifiques. Et ça va être par exemple, on va savoir que telle fonction dans les exécutables est particulièrement sensible en termes de sécurité. Par exemple, c'est quelque chose qui fait de l'authentification, de la vérification de secret. Et on va s'assurer que cette fonction ne va pas changer de façon non contrôlée, par exemple en introduisant des failles. Alors, la deuxième grosse cible, c'est les configurations. Donc évidemment, comme c'est Google en face, il n'y a absolument rien qui est facile. Les configurations sont généralement dans un format binaire propriétaire, donc il faut les reverser. Après, il faut créer les outils qui le parsent. Et après, il faut créer les outils qui analysent ces configurations. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on va surveiller? C'est l'évolution des règles de filtrage réseau. Donc voilà, les règles en bordure de réseau. Les droits d'accès aux services, donc je mis interne et public. Alors pour être clair sur ce que ça veut dire, interne, c'est qu'à l'intérieur, ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire comment ça marche à l'intérieur de l'infrastructure Google, il y a plein d'appels entre, c'est des services distribués, très distribués, donc il y a plein d'appels entre plein de microservices. Tous ces appels sont authentifiés, sont validés, donc on s'assure que ça, en fait, ces droits d'accès sont bien positionnés. Et les services publics, c'est-à-dire ceux qui sont accessibles par Internet, on s'assure également que les droits d'accès sont bien positionnés. Les droits IAM, bon voilà, ce sont des choses qui vont vous parler. Et donc l'équipe de reversers, quelles sont leurs responsabilités? Donc c'est de faire, voilà, donc ils font ces analyses manuelles en regardant comment fonctionne le cloud Google. Ils en déduisent des choses qui sont intéressantes à surveiller. Et ils écrivent des nouveaux outils. Et comme ça, tous les jours, on améliore ce qu'on appelle la chaîne d'inspectabilité.
Donc, pour faire ça, donc, il y a bien sûr il y a du reverse engineering, il y a l'accès en green room. Donc, en fait, ça fait gagner beaucoup de temps. En théorie, on peut tout faire en reverse engineering, évidemment. Mais bon, là, ce qui est au code source, ça fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et on peut également, Google est très transparent et on a un processus également pour demander des informations s'il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Parce que, bon, il faut être très clair, hein, Google, c'est des dizaines de milliers de développeurs qui écrivent du code tous les jours et qui résout des problèmes compliqués. Et donc, des fois, c'est pas simple du tout, hein. Donc ça, c'est bien pratique d'avoir des petits pointeurs qui, évidemment, on vérifie que l'information qui nous est donnée est bien complète. Et la dernière responsabilité, c'est cette fameuse validation des implémentations de référence qui sont fournies par Google. Je veux juste rajouter un élément concernant la Green Room. Une fois de plus, Google nous autorise évidemment à ce que Sens ait accès au code source, mais également à ce qu'on puisse aussi faire auditer le code par des sociétés externes. Alors il y a un process particulier, mais ça veut dire que cette opportunité-là, alors bien évidemment on l'a saisie plusieurs fois, mais c'est quelque chose qui est aussi mis à disposition, qui nous est permis et qui nous permet aussi d'avoir d'autres regards et d'autres expertises quand c'est nécessaire, notamment sur les briques qui ont été qualifiées. Voilà. Ouais. Et peut-être pour en rajouter une petite en fait, l'investissement de Google, c'est peut-être pas très clair à quel point il est important, mais la Green Room, c'est un petit exemple, c'est qu'ils ont développé tout un ensemble de logiciels qui nous permettent d'accéder au code source de façon sûre pour eux. Et en fait, tout ce dont on parle là, ce sont vraiment des développements énormes qui ont été entrepris par Google qui permettent de rendre ça possible. Allez, c'est parti. Conclusion du coup, merci. Donc voilà, pour en revenir à la problématique initiale, qui était comment répondre à l'exigence du chapitre 12.10, à savoir s'assurer de l'innocuité des mises à jour. Donc on a vu sur la partie SIDadmin, donc CI/CD, et on a vu aussi cette partie cloud de confiance. Et donc on voit bien, on a bien vu les différentes couches, les différents mécanismes qui ont été implémentés et qui nous permet justement, voilà, d'avoir une approche qui est à la fois statique, mais aussi dynamique. Et de fait, on couvre le spectre, en tout cas, des différentes possibilités, ou en tout cas des différents indicateurs qui seraient en lien avec une compromission de la mise à jour elle-même. Alors j'espère que la présentation a été suffisamment claire, mais au regard des mises à jour des outils et des logiciels, et même de la chaîne logicielle qui est mise à disposition, clairement le développement d'outils custom est strictement évident et nécessaire. Voilà. Les outils sur le marché n'auraient en aucune manière la possibilité de répondre à la totalité de ces problématiques-là. Alors évidemment, hein, la connaissance des formats de mise à jour, sans ça, ça reste possible, mais ça prendrait effectivement des temps infinis pour avoir aussi un niveau de confiance qui serait probablement bien moindre. Donc ça a été dit, hein, c'est aussi possible, hein, parce qu'on a accès à un certain nombre d'outils ou même comment dirais-je, le code source, ou voilà, des outils ou des mises à jour qui ne sont pas strippés, qui ne sont pas masqués, etc. Donc ça aussi, c'est extrêmement important aussi dans l'approche de Sens, parce que c'est possible aussi pour ces raisons-là. D'une manière générale, rien n'est gravé dans le marbre, et notamment par rapport à ce qui est fait aujourd'hui et ce qui sera fait demain. Donc ça nécessite un travail quotidien qu'a présenté Simon, notamment par les équipes de Reverse, à la fois pour intégrer, si c'est nécessaire, les nouveaux changements, mais aussi pour couvrir éventuellement d'autres menaces. Voilà. Donc c'est basé sur l'expérience, mais aussi sur un travail quotidien. Toujours est-il qu'à ce jour, voilà, la chaîne d'inspectabilité, voilà, reste unique. On en est convaincu, à la fois bien évidemment dans son approche, mais aussi par sa dimension, puisque l'ensemble des mises à jour du cloud, à destination du cloud, passent à travers cette chaîne-là. Question?
Alors, on s'est posé des questions à votre place. Si vous avez séché, vous avez des exemples. Exactement. Donc, je vous propose qu'on les balaye ensemble. Et s'il vous reste des questions à ce moment-là et du temps, on pourra les aborder. Pourquoi ne pas utiliser une solution éprouvée du commerce? Alors, l'avantage. Ça, on en a déjà parlé. C'est tout simplement déjà. Alors, non seulement il y a des problèmes de performance où les outils génériques ne peuvent. Enfin, ils ne sont pas du tout à ce niveau-là. Mais surtout que c'est un problème. Enfin, je n'ai pas vraiment trouvé d'état de l'art. Ce qu'on fait, c'est. Enfin, on a un fournisseur dans lequel on n'a pas confiance. Enfin, on a évidemment confiance en eux, mais le référentiel Secnum Cloud nous impose quand même de vérifier ce qu'ils font. Et ça, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui le fasse. Non. C'est ce qu'on disait. Enfin, voilà, le déploiement d'outils custom est strictement nécessaire de par le fait que déjà les mises à jour ont un format qui est particulier. Donc ça nécessite déjà, ne serait-ce que là, une première phase d'interprétation pour ensuite éventuellement être poussé aux outils qui seraient en capacité de les intégrer. Il y a également le fait que Google, c'est un monde parallèle. En fait, quand on passe de l'autre côté du rideau, on se rend compte qu'ils ont réinventé c'est eux qui ont inventé en premier des choses qui maintenant distillent petit à petit dans le monde open source. Mais c'est vraiment un monde parallèle où ils ont leur protocole à eux, ils ont des extensions noyaux à eux, il y a des appels système ring pour eux. Enfin, c'est un monde complètement séparé. Et donc, il faut évidemment une grosse marche à franchir avant de commencer à faire des choses pertinentes. Exactement. Alors, que se passe-t-il en cas d'identification de code malveillant? Alors, c'est relativement simple, hein, la confiance est rompue. Voilà. Donc, ça fait partie des éléments, des lignes rouges que l'on franchit. Alors, quand on parle, que se passe-t-il en cas d'identification de code malveillant avéré? Voilà, parce que je vais répondre à la question juste en dessous. On parle de code malveillant avéré. Donc à ce moment-là, on rentre dans un monde où c'est la séparation des biens. Voilà. Donc la confiance est rompue. Terminé. Est-ce déjà arrivé? Oui, mais c'était un faux positif. Voilà. Évidemment, vous vous doutez bien ça, avec ce que je viens de dire juste avant. Oui, c'est déjà arrivé, donc notamment par le biais de revues en Green Room. Voilà. Donc l'identification notamment d'un bloc qui s'est avéré être très mal nommé. Voilà. Et donc qui a abouti en tout cas à une petite gestion de crise. Comment êtes-vous sûr de ne rien rater? Vas-y. Ben, on n'est pas sûr. C'est pour ça qu'on a une approche à plusieurs niveaux et c'est pour ça qu'on enregistre tout ce qui se passe. En fait, on veut s'assurer que ce ne soit pas possible. Si a posteriori il y a un doute, on puisse toujours vérifier si s'est passé quelque chose. C'est bien le propre de notre métier. Hein. Enfin, en tout cas, vous êtes là dans un stream cyber. Aujourd'hui, assurer qu'on ne ratera jamais rien à vie, c'est un mensonge. En tout cas, on met les moyens et les outils nécessaires pour avoir un niveau de confiance le plus élevé possible. Donc je vais me répéter, mais c'est notamment dans la capacité de détection sur plusieurs niveaux, que ce soit réseau, que ce soit malveillant dans le code en lui-même, dans la partie, l'approche dynamique. Donc voilà, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des filets plus ou moins petits en fonction de la maille et en fonction du volume qu'on a à traiter, de manière à identifier en tout cas des marqueurs ou des choses qui sont déviantes par rapport à un comportement initial ou normal, qu'on considère normal. Donc cette réponse-là, êtes-vous sûr de ne rien rater? Je pense que personne dans cette salle ici aura l'outrecuidance de dire moi je ne raterai jamais rien, surtout sur ces choses-là. Une fois de plus, voilà, ces briques-là, ces piliers de sécurité nous assurent aujourd'hui avoir un bon niveau de confiance et comme dit, ça reste du travail évolutif. On considère conserver l'ensemble des traces et faire des analyses a posteriori si c'est nécessaire. Et donc mettre aussi, déjà d'une part, ce qui a été fait, en tout cas ce qui est imposé par Secnum Cloud, mais ce qu'on s'est imposé aussi, nous, au travers de ces couches-là. Que se passe-t-il en cas d'introduction de nouveaux formats? Et ben, dans ce cas-là, on se rend compte qu'on a des analyses qui donnent des scores très faibles, parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a un humain qui va regarder ce qui se passe, qui va reverser, qui va introduire l'analyse de ce nouveau format. Exactement. Et rappelez-vous que ce qui passe en quarantaine doit nécessairement, effectivement, passer par la chaîne d'inspectabilité. Simon vient de le dire, si c'est un nouveau format, donc il ne passe pas
les tests d'analyse ne serait-ce qu'automatisés. Donc ça veut dire que ça lève une alarme au niveau du CIEM notamment. L'équipe de Simon, donc, qui est en charge de la partie analyse, donc soit ils y arrivent, soit ils n'y arrivent pas. S'ils arrivent et que effectivement le code contenu ne contient pas d'éléments malveillants, donc à ce moment-là, il y a la possibilité de développer et d'ajouter et de modifier les éléments de l'analyse automatique pour prendre en compte ces éléments-là. Si on n'y arrive pas, la mise à jour n'est pas whitelistée. Donc elle n'ira pas en production. C'est aussi simple que ça. Donc s'il y a un nouveau format, ça va probablement poser, alors évidemment on le sait en avance de phase, hein, puisque toutes les modifications qui sont faites justement parce que notre partenaire est au courant de cette chaîne-là, donc on n'a pas envie de voir aussi des problèmes opérationnels survenir. Donc on travaille en avance de phase, mais en tout cas ça ne sera pas validé. Et que se passe-t-il si le message n'est pas validé dans le temps imparti? Oui, alors ça, la situation, en fait, c'est qu'on a un doute, qu'on n'a pas réussi à lever dans le temps imparti. Là, en fait, le contrat avec Google indique qu'il y a une escalade hiérarchique. Je raconte ça? Ok. Oui, oui, tu peux effectivement qu'il y a un traitement qui est dédié, mais ça ne passe pas en production de toute façon. Donc, là. Bon, enfin, voilà, ça passe pas en production. Mais oui, en fait, ce genre de use case est prévu au même titre que le fait est si jamais il y a une détection de code malveillant. Voilà, il y a tout un tas de process qui sont mis en œuvre justement pour traiter ces éléments-là le plus rapidement possible. Et c'est exactement le cas si on n'arrive pas à valider ce message-là. Parce qu'il ne passe pas en production. Et s'il ne passe pas en production, c'est qu'il y a une bonne raison qu'il y soit. Et notamment soit pour résoudre un bug, soit tout simplement pour amener une nouvelle feature. Donc dans ce cas de figure, voilà, on a la totalité de la chaîne et donc une gestion spécifique de ce cas d'usage.